Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans VooZoom, notre rendez-vous hebdomadaire sur les réseaux sociaux afin de préfacer les journées de Première Ligue. La prochaine, c'est là à 24 et j'ai pour m'accompagner aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jean-François Remy, Bruno Taverne, que l'on retrouvera évidemment aux commentaires ce week-end, et également Christian Schakels qui va nous apporter les données et visions du jeu et nous donner une vision différente, évidemment, de ces rencontres de Première Ligue. Bonjour messieurs, tout va bien? Ça va bien, Serge. Je vous propose de commencer avec Christian par le bilan général. C'est le rendez-vous, c'est la tradition. Et on voit qu'il y a toujours plus de victoires en déplacement qu'à domicile dans cette saison tout à fait singulière, Christian. Oui, la tendance était déjà à la hausse pour les victoires en déplacement la semaine passée. Voilà, ça se confirme. Il y a de nouveau maintenant une différence de 7 victoires entre les victoires à domicile et les victoires en déplacement. On remonte un tout petit peu en termes de moyenne de buts par match. Et alors la nouveauté surtout, c'est l'accentuation du leadership en termes de buts marqués par Mo Salah, qui a marqué malgré la défaite la semaine passée. Par contre, Harry Kane reste toujours avec ses 11 assists. Et je vous rappelle que jamais dans une saison de Première Ligue, il y a eu plus de victoires en déplacement à la fin de la saison, bien sûr, que de victoires à domicile. Donc, ça prouve qu'on est quand même dans une saison tout à fait différente. On disait encore il y a quelques semaines que c'était sans doute la course au titre la plus ouverte depuis de très nombreuses années du côté du championnat anglais. Est-ce qu'après le 1-4 réussi ce week-end par Manchester City du côté de Liverpool, la course au titre maintenant est réglée et c'est pour Manchester City. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est clair. Réglé. Oui, mais Jean-François. Non, mais oui, mais parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il s'est passé déjà tellement de choses dans cette saison anglaise qu'on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle surprise. Mais en principe, évidemment, vu l'avance prise et vu la manière, enfin, on sera vite fixé parce que je pense qu'on parlera tout à l'heure des matchs qui sont à venir pour City. Une fois qu'ils auront passé le cap des 5-6 premiers matchs, on pourra alors être un peu plus affirmatif. Alors, une petite question technique avant de parler des deux matchs de ce week-end dont on va faire la préface. On sait que la technologie a apporté beaucoup de choses dans le football ces dernières années, mais visiblement, on n'a pas encore trouvé un moyen de réchauffer les pieds pendant un match, puisque on se souvient des relances ratées d'Alisson qui ont permis à Manchester City de marquer 2 buts. Donc, on peut encore avoir froid aux pieds pendant un match de football. C'est ce qu'a dit en tout cas Jürgen Klopp après la rencontre. Mais avec un gardien de ce niveau-là et sur les 2 dernières saisons qu'il fait, on peut excuser. Je crois que le problème, c'était le ballon. J'ai senti que le ballon n'était pas assez gonflé. C'est le ballon qui avait trop froid. Mais oui. Je peux lui donner un truc. On mettait des pommades sur les pieds pour chauffer un peu les pieds. Donc voilà, si ça peut les aider à gagner, je peux leur donner le nom de la pommade. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas jeter non plus la première pierre à ce gardien qui a fait tant de belles choses pour Liverpool en Ligue des Champions. La saison est passée en championnat, mais c'est clair que ces relances ratées à ce moment-là du match ont précipité la défaite de Liverpool. Liverpool, on en reparle dans quelques instants, puisque la première affiche de ce week-end, c'est tout simplement le premier match de la 24e journée. C'est Leicester-Liverpool qu'on envoie à 13h30 et on en parle maintenant. On commence avec le classement des deux équipes et vous allez le voir, c'est un match hyper important dans la course au top 4, donc à la qualification à la prochaine Ligue des Champions. Leicester est 3e pour le moment avec 43 points. Liverpool est juste derrière avec 40 unités. C'est donc un match hyper important pour Leicester, mais aussi pour Liverpool, évidemment, pour se relancer après cette débâcle. Oui, c'est plus qu'important, vu surtout le fait évidemment que Leicester sort aussi d'une semaine assez positive. Il y a eu mi-semaine la Coupe d'Angleterre. Ils ont décroché une qualification. Il faut continuer maintenant sur cette lancée-là, au contraire de Liverpool, qui a une semaine, je dirais, pour préparer le choc du week-end. Donc tout ça va rentrer peut-être en ligne de compte aussi. Bon, c'est une saison compliquée pour le champion en titre, avec maintenant 3 défaites d'affilée à domicile. C'était plus arrivé depuis tellement longtemps pour les Reds. On a essayé de leur trouver pas des excuses, mais en tout cas des faits qui pouvaient expliquer avec les absents, avec évidemment cette saison compliquée, avec l'accumulation des matchs. Mais Christian, il y a quand même une infographie et une information qui fait très très mal aux supporters des Reds. C'est la comparaison après 23 journées entre le bilan de la saison dernière et le bilan de cette année. À part Manchester City, Manchester United qui sont positifs et aussi West Ham, la grosse surprise pour le moment dans ce top 6. Mais voilà, Liverpool a moins 27 par rapport à la saison passée. Voilà, ça se passe de commentaires. C'est une observation. C'est beaucoup. Si on leur avait dit en début de saison qu'ils débuteraient en fait la saison avec moins 27 points par rapport à ce qu'ils ont fait, ce serait en fait une saison catastrophique et ça l'est.
Mais il y a quand même un commentaire à faire, c'est que jamais un champion en titre dans l'histoire de la première division anglaise, hein, pas seulement de la première ligue, avait perdu autant de points la saison suivante après 23 matchs. C'est quand même un constat cinglant, messieurs. Rarement un champion en titre aura perdu autant de joueurs clés aussi dans la saison. Je pense qu'au moment de la blessure de Van Dijk à Everton, on sait que quelque chose va se passer. Et de toute façon, on va donner raison à Klopp. Hein. Quand vous avez 11 victoires en 23 matchs, vous ne jouez pas le titre, vous jouez le top 4. Donc, ils vont devoir se battre jusqu'au bout pour garder cette place dans le top 4, plus pour jouer le titre. Doit-il faire quelque chose maintenant dans ce match, essayer de provoquer un choc même psychologique avant cette rencontre à Leicester? Je ne sais pas, en changeant peut-être son 11, en trouvant d'autres solutions, notamment avec un des deux défenseurs centraux qui est arrivé à la fin du mercato. Je rebondis juste sur un truc que Bruno vient de dire maintenant. Il dit la perte des joueurs, d'accord. Il n'empêche quand même que le carton traumatisant du début de saison qu'ils ont encaissé, c'était avec Van Dijk encore. Hein. Donc, les blessures se sont accumulées ensuite et n'ont pas aidé à récupérer, je dirais, la bonne trajectoire. Et pour en arriver à parler du match du week-end, changer, je ne sais pas, parce que de toute façon, devant, je pense que c'est assez immuable et je ne suis pas sûr qu'ils aient une solution non plus. Jota pourrait être une solution. On a déjà suffisamment insisté sur son absence. C'est peut-être lui qui pouvait un peu titiller les autres. Keita, quelqu'un qui peut apporter quelque chose aussi, mais qui pour l'instant voilà, n'est pas nécessairement disponible. Et dans la ligne défensive, j'ai pas le sentiment que les arrivées de dernière semaine vont s'imposer par rapport à ceux qui sont là. Donc, j'ai le sentiment qu'il va continuer dans la même direction concernant son 11 de base, en tout cas. Peut-être mettre un des nouveaux défenseurs pour permettre soit à Henderson, soit à Fabinho quand même de retrouver une place dans l'entrejeu. On a vu que ces joueurs étaient hyper importants parce que les joueurs qui les remplacent voilà, n'ont pas apporté ce qu'on attendait d'eux. Quand Thiago est arrivé en transfert, tout le monde était d'accord pour dire qu'il allait prendre une place. Et la question, on se la posait à l'envers. C'est-à-dire, on disait, tiens, est-ce qu'Henderson jouera encore puisque Thiago est arrivé? C'est pas un argument auquel je suis nécessairement sensible, d'autant plus que je trouve qu'Henderson est en train de peut-être de s'épanouir dans un nouveau rôle pour lui. J'ai le sentiment que collectivement, ils ont été tout simplement dominés par une équipe de City qui avait beaucoup plus le contrôle du match et qui a eu en plus les événements de la rencontre en leur faveur. On parle des circonstances atténuantes avec les absents, mais il y a un autre constat cinglant, Christian, c'est le nombre de points perdus par Liverpool face aux équipes du bottom 6. On peut trouver plein de raisons, les blessures et puis aussi la situation particulière de la saison, mais dans les faits, il n'y a aucune raison de perdre 14 points contre les équipes du bottom 6. Par exemple, c'est impossible parce que les autres, malgré les circonstances, même dans des situations et dans des périodes plus difficiles comme le Manchester City en début de saison et Manchester United aussi, regardez, à part West Ham qui est plus ou moins logique que eux perdent plus de points contre des équipes du bottom, mais tous les autres sont à 2 et 3 points cette saison-ci, alors que Liverpool est à 4 fois plus, voire parfois 5, 6, 7 fois plus que les autres équipes. Alors, quand on regarde la saison passée et que sur la saison complète, la colonne de gauche, évidemment, c'est 2019-2020 avec la saison complète, on voit évidemment que Manchester City est complètement dans la lignée de ce qui se passe cette année. C'est-à-dire 3 points perdus sur toute la saison. Liverpool a perdu 3 points contre le bottom 6, 14. Là-dessus, on peut invoquer toutes les blessures, on peut invoquer la malchance, mais là, il n'y a aucune raison que Liverpool perde autant de points contre ces équipes-là. Oui, le point positif en tout cas pour Liverpool, c'est qu'il restait avant cette défaite face à Manchester City sur 2 bons matchs, 2 bonnes victoires en déplacement. C'était du côté de West Ham puis du côté de Tottenham où ils avaient marqué 3 buts et qu'ils ont aussi gagné le match aller face à Leicester parce que Christian, cette équipe de Leicester a beau être 3e au classement, c'était une équipe qui éprouve beaucoup de difficultés à domicile. Les performances en déplacement sont étonnantes parce qu'on sait quand même que c'est une équipe qui prône quand même un jeu dominant placé et qui a des alternatives par rapport au jeu rapide et les reconversions rapides en déplacement. Ils sont premiers, donc c'est excellent, mais par contre, le bilan à domicile, il est vraiment très, très étonnant. Si on regarde sur le tableau de gauche, on voit quand même contre des équipes qui sont en dessous d'eux, il y a quand même beaucoup de rouge-orange avec beaucoup de matchs, par exemple contre West Ham, Everton ou Aston Villa, où ils ne parviennent même pas à marquer à domicile. Et donc, si on observe le modèle offensif à domicile, on voit qu'il y a 9 buts sur jeu dominant placé et 3 sur jeu dominant rapide, ce qui est tout à fait dans leur ADN. Mais par contre, ils ne savent pas surprendre dans les reconversions. Et alors, c'est une catastrophe au niveau
au niveau des phases arrêtées, qui pourrait leur donner quand même 4, 5 points, 6 points de plus s'ils étaient plus performants, alors qu'ils le sont en déplacement. Donc, c'est un peu bizarre de voir ce contraste entre le domicile et le déplacement, sachant que il n'y a pas énormément l'influence du public, donc il n'y a pas de raison d'avoir autant de différences. Donc là encore, je pense qu'ils ne savent pas quand ça va pas, mais ils ne savent pas pourquoi ça va. Donc c'est un peu bizarre comme situation. Bruno, vous avez déjà eu l'occasion de commenter à plusieurs reprises Leicester cette saison. C'est 16 points à domicile, 27 points en déplacement. Est-ce qu'il y a une explication? Quelle est votre impression par rapport à ce contraste? D'abord, on a Vardy qui marque énormément à l'extérieur. Hein. C'est assez exceptionnel, les statistiques de Vardy. Personnellement, je trouve que c'est une équipe très brillante techniquement. Elle manque un peu de vitesse. À l'image d'un Tielemans qui fait tout à la perfection, mais il n'y a pas ce changement de rythme. Barnes peut avoir des déboulés ballon au pied, mais c'est pas le plus rapide. Maddison, c'est exactement la même chose. Albrighton aussi. Et donc, c'est Vardy qui compense. C'est Vardy qui compense cette vitesse parce qu'on peut le trouver très facilement. Mais même s'il n'y a pas de pub à domicile, je l'ai vu contre les Wolves, par exemple, bien, c'est une équipe qui est, quand l'adversaire attend, c'est très, très compliqué. Ils vont avoir la possession de balle, mais ils vont se procurer très, très peu d'occasions quand ils ne peuvent pas profiter de ce jeu direct. Donc, voilà, ce sera une clé pour eux pour arriver à ce top 4. C'est comment compenser ça. Il faut prier pour eux que Vardy continue d'abord de jouer et de marquer parce qu'il a plus ses jambes de 20 ans à l'extérieur. Et ils vont devoir trouver des solutions à domicile. Christian en avait parlé à un moment donné. Il ne marquait pas à un moment donné sur phase arrêtée à domicile. Il va falloir trouver des postures et des solutions par rapport à ça. Et dans l'ensemble, je pense que c'est une équipe, toute proportion gardée, hein, on est en première ligue, qui est plus lente que beaucoup d'autres, même si elle a beaucoup de qualités techniques. Alors, Vardy est de retour. Il a raté quelques matchs. Hein. Il a été opéré d'une hernie. Il a joué quelques minutes en Cup et quelques minutes le week-end dernier aussi. Est-ce que Christian, il peut être la clé justement de meilleurs résultats à domicile? On va le voir. Il a finalement très, très peu marqué au King Power Stadium. Dans la prolongation du tableau précédent, voilà quel est le modèle offensif. Alors, on voit en fait avec les trois chiffres, donc le 7 et le 0 là, qui sont en milieu d'écran, c'est le nombre de buts qui ont été marqués de plein jeu. Donc, on voit en fait que ça passe par la droite, ça passe par l'axe, mais alors le flanc gauche est tout à fait oublié ou pas du tout efficace pour le moment, et donc ça crée un manque d'alternatives. On voit beaucoup que grâce à Tielemans, il y a 5 buts qui ont été marqués grâce à des passes un peu profondes par l'axe. Et là, il apporte énormément. Mais il y a surtout, tout se concentre dans cette zone ici en bas, au centre, avec les 6 buts sur centre dans cette zone verte. Et absolument rien dans cette zone du côté gauche. Alors, si on regarde un peu avec le tableau bleu pour montrer en fait les grosses carences à domicile, il n'y a aucun but qui est marqué dans le petit rectangle. Alors, pour une équipe qui passe par les flancs et qui délivre des centres et qui marque au cordeau, il n'y a pas. Il y a un but seulement sur phase arrêtée. Donc, si on joue et qu'on joue dans les 40 derniers mètres, on peut se créer beaucoup de phases arrêtées, des corners, des coups francs indirects. Il y a un but qui est marqué comme ça. Un but seulement sur penalty alors qu'on est présent dans le rectangle adverse. On ne parvient pas à provoquer la faute chez l'adversaire. Et 0 but de la tête, ça c'est pratiquement quelque chose d'inexplicable en première ligue parce que c'est une des clés du succès offensif, c'est le jeu de tête, sachant qu'aujourd'hui on marque quand même entre 20 et 25% des buts de la tête. Et surtout, comme disait Bruno, 2 buts de Jimmy Vardy à domicile. Il faudra visiblement améliorer certains paramètres. Quelques infos peut-être sur les joueurs belges. Jean-François, Tielemans normalement devrait être là puisque c'est un des piliers de cette équipe. Par contre, Praat-Once sera absent pour une longue période et on a un gros doute aussi sur Castagne. Oui, Castagne, on a vu son efficacité dans les matchs qu'il a pu jouer, dans l'apport offensif notamment. Tielemans, il a un rôle évidemment clé. Surtout ce que j'ai entendu, moi, ce qui m'étonne évidemment, c'est qu'on aurait pu faire, évidemment c'est pas le cas, c'est pas un match à l'extérieur, mais on aurait pu le faire le tableau à l'extérieur. C'était à peu près l'opposé de ce que Christian a montré sur le domicile, c'est-à-dire que Vardy marque à l'extérieur, que le flanc gauche est efficace à l'extérieur, que plein de raisons. Mais moi, je rejoins une remarque qu'a abordé ou qu'a effleuré Bruno il y a un instant en disant l'attitude de l'adversaire détermine aussi la manière dont ils vont jouer à domicile. Or, pour pouvoir justement surprendre un adversaire qui est bien en place, il faut pouvoir donner des accélérations individuelles et collectives. Et il a parlé
vitesse un petit peu aussi. Donc tout ça colle aux difficultés actuelles. Je trouve que quand Castagne n'est pas là, c'est pas une aile qui leur manque, c'est deux pour le coup, parce qu'il apporte vraiment pas mal de choses. Mais bon, il n'est pas là. Enfin, je veux dire, il faut faire avec d'autres solutions. Oui. Sur la phase arrêtée, sur la manière. Donc là aussi, je ne suis pas très surpris. Vardy n'est pas un monstre de la tête. Et les autres, visiblement, non plus. Oui, ça dépendra donc de l'attitude de Liverpool. À noter quand même que Justin est également blessé, donc pas de Castagne, pas de Justin. Il y a quand même le retour de Pereira sur le flanc droit. Voilà pour les infos blessures. Bruno? Un mot encore pour conclure par rapport à Liverpool. C'est la plus faible défense du top 9 avec les Red Devils. C'est quelque chose d'important à souligner. Je parlais des blessures, mais il n'y a pas que la problématique des blessures. Mais bon, après, vous me direz 29 buts encaissés en 23 matchs, ok, mais c'est la plus faible défense du top 9 avec les Red Devils. Et donc, il y a peut-être un coup à jouer pour Leicester, où là, il mettrait à distance quand même un adversaire direct. Une chose par rapport à Leicester, n'oublions pas que le positionnement de Leicester avant l'interruption l'année passée et la partie catastrophique quand ils sont revenus. Ils sont sortis du top 4 en perdant le dernier match, notamment face à United, qui était le match de qualification pour la Ligue des Champions. Ils ont perdu pendant cette période-là aussi cette possibilité de l'alternative et ils n'ont pas trouvé. Donc, est-ce que dans cette dernière partie de saison, est-ce qu'ils vont pouvoir changer en fait cette dynamique qu'il y a eu l'année passée et voir justement s'ils peuvent atteindre leurs objectifs ou répéter les mêmes erreurs que l'année passée? Match fascinant en tout cas dans le top 4 entre Leicester 3e et Liverpool 4e. Coup d'envoi à 13h30 samedi. Le classement des deux équipes, Manchester City évidemment, on le sait, premier avec 50 points. Tottenham 8e, alors que Tottenham était leader vers la fin novembre, début décembre, ils sont tombés à la 8e place avec 36 unités. Alors un contraste entre ces deux équipes, mais attention, Tottenham est la dernière équipe à avoir battu Manchester City, messieurs, c'était il y a longtemps, c'était au mois de novembre. Mais depuis, Manchester City est absolument incroyable et vient notamment d'aligner 15 victoires, toutes compétitions confondues. C'est le record en Angleterre. Le nombre de 14, c'était Preston au 19e siècle et Arsenal dans les années 80. Mais là, le record est battu avec, je l'ai noté, c'est 10 victoires consécutives en championnat, 3 en Cup et 2 en Ligue des Champions. C'est totalement extraordinaire. Ils sont brillants, honnêtement. Par rapport au match et qu'ils ont joué, par exemple, à Liverpool, qui était un match quand même au sommet et où on attendait pas mal de spectacles. La question avant, c'était de se dire comment est-ce que cette équipe fait sans De Bruyne. Maintenant, elle fait sans De Bruyne. Ça laisse le temps. Et sans Agüero, toujours. Et sans Agüero, toujours. Donc, ça leur laisse le temps de le soigner convenablement pour d'autres échéances que seront peut-être la Ligue des Champions, etc. Mais non, cette équipe est extrêmement performante en ayant en plus dans le match d'entrée un contre-coup puisqu'il y a le penalty raté. Donc, malgré ça, ils sont quand même parvenus à… Parce que c'est une force aussi d'exploiter l'erreur de l'adversaire. Il y a d'autres équipes qui pourraient être confrontées au même genre d'erreur, qui pour autant n'en profiteraient pas. Donc ici, et puis moi, je trouve qu'il y a une montée en puissance de certaines individualités. J'étais impressionné par Foden, par exemple, dans le match contre Liverpool. Sa prestation était vraiment de grande qualité, quoi. Oui, on peut dire aussi que cette équipe de City a son sort entre les mains maintenant, Christian, parce qu'on va le voir dans le bilan, notamment face au top 6. D'abord, ils sont bons, ils ont perdu qu'une seule fois, c'était face à Leicester, mais aussi ils vont maintenant accueillir à domicile tous les concurrents directs. Dans un des tableaux précédents, on avait montré la perte de points importants de Liverpool contre le bottom 6. Eux, en fait, contre les équipes dites plus faibles, ils font pratiquement un carton plein. Et donc, il leur manquait en fait une petite référence par rapport à une équipe du top 6, parce qu'on avait vu quand même dans des Voodoo précédents que voilà, c'était difficile quand même. On peut le voir sur le tableau. Contre Manchester United, c'était 0-0. C'était 1-1 contre Liverpool au match aller, 1-1 contre West Ham. Et puis, il n'y avait que cette victoire contre Chelsea. Maintenant, il y a cette victoire contre Liverpool. Donc, il y a vraiment une référence. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir en noir. C'est comme tu l'expliquais, Serge, c'est maintenant, ils vont recevoir chez eux toutes des équipes qui sont proches du top. Et alors, ça sera le moment de vérité. Et comme tu l'évoquais dans la préparation, c'est possible que le 6 mars, en fait, tout soit plié. Bon, on en a évidemment déjà parlé la semaine dernière avant le choc
le déplacement à Liverpool, mais quelle transformation entre le Manchester City des 2 premiers mois de compétition et celui qu'on voit depuis quelques semaines. On a l'impression que c'est pas du tout la même équipe. Les individualités se sont améliorées. Et quand on a des individualités, parce que si on se replace du Liverpool d'il y a 2 ans, on n'a pas de joueurs de classe mondiale. Oui, ils sont devenus, mais c'était pas des références mondiales à l'époque. Ici, City avait des joueurs de classe mondiale depuis la première seconde. Hein, vous n'allez pas à Manchester City si vous n'êtes pas un joueur de classe mondiale. Et aujourd'hui, tous ces joueurs jouent à leur niveau. Et quand on parlait de la vitesse d'exécution du côté de Leicester, il faut regarder la vitesse d'exécution du côté de City au-dessus du lot. Et une équipe qui commence à battre tous les records de la Première Ligue, vous vous dites, même si elle va encore être battue peut-être à l'une ou l'autre reprise, vu le calendrier, bien sûr, cette équipe-là va dérouler en championnat. Enfin, dérouler, c'est un grand mot, dérouler. Mais elle va récupérer Agüero, elle va récupérer De Bruyne pour le sprint final. J'imagine mal qu'elle puisse perdre l'avance qu'elle a aujourd'hui avec un match de moins, il ne faut pas l'oublier. Alors, il y a les individualités, mais la force collective avec un Guardiola qui est capable de changer son 4 défensifs, c'est 3 ou 4 joueurs offensifs, et le résultat est toujours le même, Jean-François. Oui, parce que le football, c'est du mouvement et que ces mouvements-là, ils sont permanents dans cette équipe. C'est du mouvement et de la vitesse. Je rejoins évidemment l'avis de Bruno sur la vitesse et cette capacité individuellement et collectivement de donner des coups d'accélérateur au meilleur moment. C'est-à-dire, je reviens, quand un adversaire fait une faute ou une erreur, c'est bien, mais d'en profiter directement, c'est de donner un coup d'accélérateur à ce moment-là. Et donc là, il y a évidemment une force. Il y a aussi le fait qu'individuellement, certains joueurs sont aujourd'hui en énorme progression. J'ai parlé de Foden tout à l'heure. On peut parler de l'entrejeu de City avec Gundogan, par exemple. Et puis, collectivement, ça nous ramène quand même à un des principes de base, je pense, c'est que l'assise défensive vous permet d'avoir, je dirais, plus de liberté offensive aussi, c'est-à-dire le penalty marqué par Salah, c'est le premier but encaissé sur les 7 derniers matchs pour City. Ça veut tout dire. 14 buts d'un côté. Alors c'est marrant parce que l'adversaire, ce sera Tottenham. On a mis tellement de fois en avant l'organisation, la solidité défensive, des équipes entraînées par Mourinho, etc. On est quand même à 14 buts d'un côté, 22 de l'autre. Hein. Et pourtant, c'est les 2 meilleures défenses. Hein. Oui, d'accord, mais c'est 14 22. Mais il y a 8 buts de différence. La différence, elle est plus que nette. Et je pense que cette assise-là défensive est très importante. Et dans différentes, parce que maintenant, on se rend de plus en plus compte que les rencontres peuvent avoir des vies quand même relativement différentes. Il y a des moments où peut-être le bloc va être un peu plus bas, d'autres moments où on va être un peu plus haut, etc. Il y a des choix qui s'opèrent. Mais quelle que soit aujourd'hui la manière dont on opère du côté de City, il y a toujours cette même rigueur et cette même, bon, voilà, s'il y a un penalty, ça peut être une erreur, ça peut arriver, bien évidemment. Mais de façon globale, en tout cas, et je pense que pour attaquer, c'est plus facile aussi, ça libère les gens. Quand Gundogan s'infiltre, il y a quelque chose qui est prévu automatiquement parce que Cancelo a merveilleusement, pour l'instant en tout cas, occupé ce rôle là plus dans l'axe du jeu. Je voulais renforcer ce que tu dis, c'est qu'à un certain moment, qui permet cela aussi, arriver à cette pureté dans le jeu et cet équilibre défensif-offensif, c'est qu'à un certain moment, les moyens sont illimités. Donc, à un certain moment, Stone, ça n'allait pas, c'était 70 millions, ça n'allait pas. On a pris un autre, c'était 60 millions, puis maintenant, on a pris Ruben Dias. Finalement, au bout du compte, quand on accumule les petites carences et qu'on les remplace chaque fois par le meilleur qui existe sur le marché, fatalement, au bout du compte, on se rend. En fait, c'est très beau à voir, mais c'est un peu logique parce que chaque carence est remplacée par quelque chose qui est cher et qui est meilleur. Donc, à un certain moment, on nettoie et c'est sûr qu'il y avait des problèmes défensifs sur les dernières saisons et même en début de saison ici. Et voilà, il y a Diaz qui est venu, mais c'est encore une somme et c'est quand même une accumulation de beaucoup de dépenses pour arriver à une philosophie. Alors, je pense que tout le monde, à tous les niveaux, a une philosophie, mais si chaque fois on donne les moyens pour pouvoir éliminer ces carences et que les moyens financiers sont illimités, fatalement, heureusement qu'on arrive à cette pureté qu'on voit aujourd'hui. Oui, mais les moyens de Liverpool ne sont pas très limités quand même. Les moyens de Manchester United ne sont pas limités. Il y a quand même derrière tout ça aussi, à côté des moyens,
une conception de l'entraîneur qui, aujourd'hui, en tout cas, cadre. En tout cas, Manchester City reste sur 15 victoires consécutives et je pense que Guardiola ne devra pas motiver son équipe pour aller chercher une 16e puisque, je le disais, Tottenham est la dernière équipe à avoir battu les Citizens. C'était au match aller, c'était 2-0 pour Tottenham et j'avais noté les chiffres, c'était 66% de possession de balle, 22 tirs, 5 cadrés pour City alors que Tottenham avait marqué sur ces 2 tirs cadrés. Donc là, je pense qu'il y a quand même une revanche à aller chercher. Et on va parler évidemment un petit peu aussi, Christian, de cette équipe de Tottenham, notamment avec ses résultats contre le top 7. Je pense que la victoire du match aller, le 2-0, est sans doute le plus gros résultat de la saison, en tout cas pour les Spurs. Ben voilà, c'est la plus belle victoire puisque le reste à domicile est pratiquement une catastrophe parce que le 3-3 contre West Ham, on peut le considérer comme une catastrophe puisqu'il menait 3-1 à 10 minutes de la fin. Donc voilà, donc c'est très très étonnant des équipes de Mourinho et puis à un certain moment, ben voilà, le système il est basé sur une mise en place défensive. Je crois que Mourinho est un perfectionniste, mais il faut que le plan A fonctionne à merveille, c'est-à-dire qu'il faut que le défensif soit parfait et que le travail de la vitesse et de la reconversion et surtout que Kane et Son soient en forme pour que ça fonctionne. Et quand ces paramètres-là ne sont pas en place, il n'y a aucune alternative parce que cette équipe est peut très rarement imposer son jeu dans le camp de l'adversaire. On voit le bilan contre les équipes du top 6, c'est 9 matchs, 13 buts marqués, 13 buts encaissés et 4 défaites à domicile. Alors, voilà, je pense un peu qu'il reste un peu avec des concepts du passé et on l'avait dit à un certain moment dans des émissions de Zoom en début de saison, on a dit parce que c'est l'année de Mourinho, est-ce qu'il va être champion avec Tottenham parce qu'à ce moment-là, même il avait la tête du classement. Enfin, mais la problématique, c'est que s'il n'y a pas l'alternative et qu'on ne sait pas proposer autre chose que son propre modèle, eh bien, l'adversaire vous contre un jour et là, il y a des difficultés pour s'imposer. En tout cas, après 3 défaites consécutives, Tottenham a gagné le week-end passé. Comme par hasard, c'était le retour aussi d'Harry Kane. Par contre, ils ont essayé de faire le jeu et d'être plus offensifs que d'habitude en Cup. C'était mercredi soir et là, ils ont été battus 5-4 dans les prolongations, mais 5-4 du côté d'Everton. Donc là, c'est peut-être une raison de plus pour Mourinho de dire, ben, vous voyez, nous, on n'est pas capable d'aller faire le jeu, de s'ouvrir, parce que même si on en marque 4 en déplacement, on en prend 5 derrière. Et ça aussi, c'est un gros problème. C'est le nombre d'erreurs, même presque individuelles au niveau défensif de cette équipe de Tottenham. On n'a pas l'impression que c'est une équipe à Mourinho. Bruno. Là, on caricature un peu leur situation défensive, mais en Angleterre, pour des équipes comme Liverpool ou Tottenham, être éliminé de la Cup, c'est grave. Hein, parce que normalement, c'est très, très important d'arriver dans le dernier carré pour ces équipes-là. Bon, il y a déjà la finale, mais ce sera justement en plus face à City en Coupe de la Ligue. Mais ça n'a pas le même prestige que la Cup, on est bien d'accord. Pas le même prestige, mais se retrouver hors du top 4 avec 10 victoires en 22 matchs, hors de la Cup, on n'est pas très très loin de la situation de crise. Hein. Pourtant, on a vanté les mérites défensifs. C'était la meilleure équipe de plein jeu. Il y avait des problèmes au niveau des phases arrêtées. Maintenant, c'est le contraire. On encaisse énormément de plein jeu. Et une équipe de Mourinho qui marque 4 buts en déplacement et qui en encaisse 5, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe mal pour le moment et il faut vraiment remettre ça. On parlait de qualité tout à l'heure. La qualité, est-ce qu'il en a ou pas? C'est la question. Mais je ne sais même pas vous dire aujourd'hui si les 4 défenseurs centraux qui ont joué sont des défenseurs de qualité. Oui, j'ose penser qu'Alderweireld l'est parce qu'il est belge. Parce qu'il est belge et parce qu'il joue dans notre équipe nationale. Mais je voyais Rodon, j'ai toujours pas compris le transfert. Voilà. D'ailleurs, il était, ça n'a jamais été un joueur extrêmement fin. Je veux dire, il a un engagement total, mais un joueur extrêmement fin. Quand il jouait au milieu, il lui manquait déjà. À sa décharge, voilà, c'est pas un défenseur central de base. Doherty qui aurait pu jouer à droite, a joué à gauche une bonne partie de la saison. Maintenant, est-ce qu'il va lui donner la préséance sur le flanc droit à la place d'Aurier ou pas? Dans l'entrejeu, il a pataugé au début de l'année. Et puis, je pense qu'il y a un truc, en fait, je sais pas. Il y a des mariages et des unions qui se passent bien et d'autres qui se passent moins bien. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a des problèmes de foot, mais moi, on est sans être au courant du tout. Il y a des problèmes relationnels, c'est ce que vous sous-entendez. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes relationnels. J'ai regardé, par exemple, il y avait ce match où il devait faire sans Kane, etc. dans le match contre Chelsea. Bon. Qu'on a commenté ensemble. Soyons clairs. Moi, tout le match, je me suis demandé, est-ce que très sincèrement, est-ce que aujourd'hui, son attaquant Carlos Vinicius.
Non, oui, Carlos Vinicius, qui était pour moi une surprise de le voir. Mais la vraie question. Gareth Bale, l'absence de Gareth Bale. Voilà, Gareth Bale. Moi, je me pose la question. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est le caprice de l'un, si c'est le caprice de l'autre. Enfin, peu importe. J'ai le sentiment qu'avec lui, c'est compliqué. Avec les défenseurs centraux, à force de ne pas prendre de décision, c'est compliqué. Avec ses latéraux, c'est compliqué. Avec, etc. Donc, je comprends bien. On a l'impression que tout le monde doit se mettre en file indienne derrière ce qu'il pense. Je suis pas sûr que le vestiaire a envie de se mettre tout le monde en file indienne derrière ce qu'il pense. Voilà. Quand ça marche avec Son Kane, dans le modèle, alors tout le monde est d'accord de se mettre en file indienne, comme tu dis, et d'accepter d'avoir moins le jeu, de s'amuser beaucoup moins parce qu'au bout il y a une victoire, mais quand il n'y a plus la victoire, alors le vestiaire. Alors justement, Christian, est-ce que le modèle offensif de Tottenham, c'est le cliché Kane vers Son, Son vers Kane? On a exposé tout le temps depuis des semaines et des semaines, enfin, depuis le début qu'on fait Zoom, on explique que le jeu dominant placé, tout le monde marque entre 40 et 45%, et même des équipes comme Manchester City marquent au-delà des 50%. Donc c'est clair la philosophie de jeu. On sait qu'il y a l'alternance et l'alternative, elle est très très importante, c'est le jeu dominant rapide et le jeu direct. Ici, en fait, si on regarde le modèle de Tottenham, c'est tout à fait le contraire. On voit que le jeu dominant placé, c'est pratiquement une des plus mauvaises équipes de ce rang-là. Mais par contre, le jeu dominant rapide et le jeu direct, il est exceptionnel parce que tout est basé sur une mise en place défensive et qu'on se projette rapidement vers l'avant. Mais eux, en fait, ils ont le problème inverse. C'est-à-dire que quand on est trop fort dans un domaine, l'autre, l'alternative, elle doit remplacer. Et ici, ce serait de devoir un peu dans des matchs où ils sont plus forts, ils devraient être beaucoup plus performants sur le jeu dominant placé. Et ici, ils n'ont pas. Et en plus, ils n'ont pas la phase arrêtée. 14% et 9% sur les pénaltys, ça fait 23% en tout. On est au-delà de la moyenne, est au-delà de 31-32% en première ligue cette année. Donc, carence jeu dominant placé, carence phase arrêtée sans pénalty, carence sur pénalty. Alors, quand Son et Kane ne sont pas performants dans le dominant rapide ou dans le jeu direct, on n'a pas d'alternative et donc. Je sais que faire le jeu, c'est un terme général et pas très précis, mais je me souviens même de la défaite du côté de Brighton où Tottenham ne voulait pas le ballon, ne voulait pas spécialement aller poser son jeu dans le camp adverse. Donc, ça reste quand même surprenant dans l'attitude, Bruno. Ça reste surprenant, mais c'est vraiment montrer à l'adversaire. On va attendre que vous preniez un peu d'initiative pour vous envoyer. Mais à Brighton, ils étaient menés 1-0 et là, en deuxième mi-temps, il y a une petite réaction, mais c'était vraiment pas très impressionnant. Christian, je pense qu'il l'a dit. Mourinho a un plan A. Il faut que ce plan A fonctionne. Et ça a bien souvent fonctionné avec lui. Passer au plan B, c'est un chouïa plus compliqué. Et en match, c'est parfois impossible. Mais prenons un exemple pour faire une comparaison. On met en évidence des carences globalement de l'attaque de Liverpool. On met des carences de l'attaque de Tottenham. D'accord? Ok, je sais bien que c'est pas les deux adversaires du week-end, mais peu importe. C'est une comparaison. Mais d'un côté, on continue à avoir une véritable production offensive, c'est-à-dire des tirs, des occasions, enfin voilà, des situations dans les 30 mètres, etc. À Tottenham, il se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, mais c'est vrai, dans le match qu'on a fait contre Chelsea, il se passe rien, sauf à 5 minutes de la fin, quand c'est la panique et que tout le monde se dit, on va quand même pas encore concéder une défaite aujourd'hui. Alors là, tout à coup, tout le monde se met en ébullition pour essayer d'aller, voilà. Donc, je trouve que oui, c'est pas faute de l'avoir souligné. Kane aujourd'hui, parce que on parle du duo, moi je pense qu'il faut parler de Kane, parce que Kane met Son. Les chiffres assist buts de Son sont quand même aussi. Non, tout à fait. Mais je pense que Son dépend plus de Kane que Kane dépend de Son. C'est ça que je veux dire simplement. Et que donc, quand ils le perdent, eh ben, c'est à peu près. D'accord. De ce point de vue-là, d'accord, absolument, oui. C'est à peu près. Son sans Kane est moins performant que Kane sans Son, c'est ce que vous voulez dire. C'est ça, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, mais donc, ça veut dire que, par exemple, quand il ne jouait pas, parce que dans l'exemple, en fait, du match contre Chelsea, c'était un peu ça aussi. Quand il ne joue pas dans ce match-là, il se passe rien, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres joueurs qui sont capables de venir faire le même type de décrochage. Parce qu'en fait, on reste dans le même jeu, mais plus avec les profils qui correspondent. Pendant tout le match, je m'excuse, si on passe d'attaque rapide et si on parle de passer par l'axe, je vois pas ce que Vinicius faisait dans cette équipe. On a montré le modèle la semaine passée avec au Portugal. Il a besoin de centre, il a besoin de ballons en jeu posé, il a besoin de centre et des ballons qui viennent des flancs. Or, il n'y a pas de production
par les flancs, puisqu'il y a 19 buts de plein jeu par l'axe et 5 par la gauche et 4 par la droite. Ce déséquilibre est quand même client. Donc, on ne sait pas, en fait, si en recrutant ce joueur-là, comme on l'a expliqué la semaine passée, on ne sait pas, en fait, si on connaît réellement l'efficacité de ce joueur qui peut apporter quelque chose. Bon, si je vous comprends bien, il y a évidemment beaucoup plus de certitude et il suffit de regarder le classement du côté de Manchester City que du côté de Tottenham. Et ça va pas être facile pour les hommes de José Mourinho, sauf s'il nous sort quelque chose de son chapeau magique. Et d'autant plus qu'ils ont cette mauvaise habitude, vraiment, enfin moi je trouve que c'est une très mauvaise habitude, de défendre tellement bas qu'à un moment donné, ils défendent même dans leur propre 16 mètres. Contre City, ça va être une catastrophe de faire ça. Donc voilà. Ou alors ils auront la réussite ce jour-là, un pied, une jambe, une fesse, un dos, un truc, enfin ça, bon voilà, un match. Et au niveau de la carence, et là pour reprendre la formule de Bruno tout à l'heure sur la vitesse, au niveau de la vitesse, il n'y a pas photo entre les attaquants d'un côté et les défenseurs de l'autre. Hein. C'est deux mondes de différence. Deux mondes de différence. En tout cas, en théorie, on verra ce que ça va donner sur la pelouse. Donc, samedi, coup d'envoi à 17h30. Voilà pour les deux belles affiches de ce samedi en Première Ligue. Leicester face à Liverpool et Manchester City face à Tottenham. Et évidemment, on sera tous au rendez-vous. Merci Bruno, merci Jean-François, merci Christian. Et à très bientôt. Bye bye.